Bonjour à tous. Alors, vu le changement de format de l'émission et les questions qui n'ont pas été très nombreuses pour cet épisode, je vous propose de poser les questions dès à présent et de nous les envoyer. On va vous répondre à ça avec d'autres vidéos qu'on va poster sur la page Facebook et sur le compte Instagram. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans Samuel Blick Digital 14, épisode numéro 3, avec notre invité, Kalim Abdelmoula. Bonjour, salut, ça va Samir? Très bien, toi. Bien, moi je suis content d'être avec toi aujourd'hui. La troisième édition, 3 c'est un chiffre impair, mais c'est un chiffre cool, parce que 1, 2, 3. Viva la vie. One, two, three. C'est bon. Alors, Kalim, ça me fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Donc, on va tout à l'heure parler de toi et te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore, bizarrement. Donc, et on va commencer par l'actualité, comme d'habitude, dans l'émission. Alors, premier sujet d'actualité, est-ce que tu as entendu parler de ce réseau magnifique Google+? Oui, Google, dans son élan, finalement Google c'est une grosse start-up. Hein. Ouais. Elle met en place des produits, elle met en place des services. Elle leur cherche une vocation, une utilité, et puis on attend que le marché se l'approprie. Ça ne marche pas toujours. Ouais. Google+ est un parfait exemple d'un échec. Ceci dit, la vocation des services proposés dans Google+, finalement Google les réutilise et puis les met un petit peu dans G Suite, un peu dans ceci, un peu dans cela, et donc du coup c'est jamais réellement perdu. Mais Google+, n'a jamais pris réellement, donc a priori c'est pas une surprise pour les équipes de Google. Quoi. En fait, le problème avec Google+, c'est que c'est la tentative de Google de rentrer dans l'aspect social d'Internet, puisqu'ils ont raté le coche avec beaucoup de trucs. Il y avait Orkut, je sais pas si tu te rappelles de Orkut, Wave. Ouais. Ils ont essayé plein de fois et ils ont toujours raté. Et là, Google+, le gros problème, c'est qu'ils ont eu des data breach. Ils ont perdu des données d'utilisateurs. Plus de 50 millions de données d'utilisateurs ont été perdues, volées en fait par des pirates. Et voilà, ils ont décidé du coup d'arrêter le service. Ils avaient annoncé ça à un bon moment. Là, ils annoncent qu'ils vont avancer la date d'arrêt à avril 2019. Voilà, il faut faire vite. C'est ça. Il faut archiver le dossier. Ça y est, j'en veux plus. C'est ça. Vous mettez ça au placard. Ok. De toute façon, ça ne marchait pas. Donc, scandale en plus, il vaut mieux le ranger. Et comme tu as dit, ils vont le coller en plus dans G Suite pour garder ça pour l'aspect professionnel. Ça le fera un petit concurrent à l'outil de Microsoft Yammer, à Facebook for Business et d'autres services du même genre. Ok, c'est cool. Voilà. Donc en fait, justement dans G Suite, ils ont collé aussi plein d'autres trucs, qui n'utilisent plus Hangout, maintenant c'est quasiment exclusif à G Suite. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont Il y a plein de choses. Maintenant, après, ce qui est bien aussi dans G Suite, c'est qu'il y a un marché d'applications, il y a une marketplace de plugins et d'add-ons que tu peux rajouter. Beaucoup sont gratuites, beaucoup sont payantes aussi. C'est aussi une opportunité pour les développeurs parce que tu peux développer des add-ons pour G Suite. D'ailleurs, c'était le cas d'une entreprise algérienne, je crois, à un moment donné, qui était mise en avant il y a quelques temps et dont le marché était totalement à l'export. Si mes souvenirs sont bons, elle a développé une suite ERP, je crois, en utilisant G Suite. Donc on peut retrouver c'est un vieil article, honnêtement, je ne m'en souviens pas, je ne me rappelle pas le nom de la société, mais c'était une belle prouesse et moi j'étais très content de savoir ça. C'est une des opportunités d'ailleurs qui est ratée par nous, Algériens, développeurs de manière générale, c'est de se dire pourquoi pas travailler sur des plugins, sur des add-ons à faire pour ces mastodontes. En fait, bizarrement, je te coupe un peu parce que on a l'impression qu'on est en train de rater ça parce que les grandes entreprises ne le font pas. Mais en fait, les petits jeunes, les développeurs, ils sont en train de faire ça depuis très longtemps. Okay. C'est-à-dire qu'ils développent des plugins, des add-ons, et ils développent aussi des thèmes pour des sites, ils développent des widgets, etc., qu'ils mettent sur les grandes marketplaces, qui ne sont pas forcément celles de Google ou celles de Microsoft ou autres, mais sur là où vont les gens pour télécharger ou acheter des thèmes pour leur site ou des outils pour leur site. Ça marche très bien. Écoute, c'est super. En tout cas, ce sont des opportunités, il ne faut pas les rater. Ouais. Effectivement. Donc on passe au deuxième sujet. Ouais. Donc là, c'est malheureusement un sujet des aides et le classement de l'Algérie sur notre très chère connexion. Comment oses-tu parler de ça? L'Algérie qui t'a éduqué, qui t'a raté gratuitement, etc. Il y a pendant la connexion, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, oui, ma connexion si, il y a une connexion
Mon business est basé sur la connexion. Si j'ai pas de connexion, je peux pas travailler. Une agence de com digital. Ça fait 4 ans, on arrive à travailler, nos clients sont satisfaits. Par contre, qu'est-ce que c'est pénible? un petit exemple, une petite anecdote, j'ai posté ça ce matin justement sur Instagram. J'ai montré une vidéo, la progression d'un upload de vidéo sur YouTube. Une vidéo de 6 gigas quand même, 3 jours. J'ai pu finir l'upload aujourd'hui, c'était mon intervention à Jari 2.0. Donc 3 jours pour uploader une vidéo. Même en 4G, ça passait pas. Et donc, d'où ce classement en fait, c'est pour ça que je trouve ça très pertinent aujourd'hui. 130e sur 130 pays testés pour la DSL, 121e sur 124 pays testés pour le mobile. Ouais. Écoute, c'est dramatique. Honnêtement, mais encore une fois, c'est une histoire de perspective. Alors, on peut avoir un discours extrêmement critique, on peut avoir un discours extrêmement positif, on va essayer de faire un truc entre les deux. Ouais. Alors, extrêmement positif, c'est de se dire que nous sommes quand même heureux d'avoir de la connexion qui est relativement accessible à un prix effectivement rendu au SMIC, c'est pas dans les bonnes proportions, en tout cas c'est pas dans les proportions mondiales. Mais ça évolue dans la bonne direction, c'est-à-dire que depuis que ça a été lancé, la 3G, la 4G, la data sur mobile devient de plus en plus accessible. Alors si tu permets, moi je vais rester d'abord sur l'infrastructure fixe, en tout cas sur l'ADSL, parce que c'est beaucoup ici que l'enjeu va se faire. C'est vrai que la data mobile représente certaines facilités, parce qu'on peut déployer, couvrir une zone beaucoup plus rapidement, etc., etc. Mais bon, la structure commerciale de ces offres fait qu'on n'est pas dans les mêmes conforts d'utilisation que de la DSL ou du filaire de manière générale. Ouais. Donc le filaire, c'est quand même la garantie d'une continuité de service. Quand je dis garantie, c'est supposé être la chose. Donc pour revenir, on va rester sur un point de vue, on va positiver un petit peu en se disant finalement ça va, on s'en sort quand même avec ce qu'on a et on essaye de faire avec ce qu'on a, tout en espérant que ça va s'améliorer. Après, effectivement, nous avons des orientations stratégiques qui sont plus ou moins lentes. Je suppose que nos dirigeants ont des raisons qu'ils n'expliquent pas, mais bon. En fait, là, dans le numéro pas précédent, mais celui d'avant, avec Karim Barek, justement, on avait parlé de l'annonce de la ministre des postes télécoms. Donc, pour 2019, on va avoir double débit pour le même prix. Là, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, là où je suis, à Biaclou, donc on a droit à du 8 mégas sur certains noms, jusqu'à du 20 mégas dans certains autres. Donc on va passer à plus de débit. Ils annoncent l'arrivée du 100 mégas aussi, ce qui est pas mal. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que pour le grand public, il y a des tarifs intéressants. Pour les entreprises qui en ont encore plus besoin, c'est multiplié par 5, 10, 20, 30 le prix de la même connexion. Sur le plan technique, il me semble que rien ne justifie cette différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que c'est la même ligne qui termine sur le même DSLAM, qui est raccordé au même backbone et qui arrive chez AJ Telecom et qui utilise le même lien international ou les liens internationaux. Bon, bref, sur le plan technique, ça ne justifie rien de particulier, mais je pense que longtemps, et c'est toujours le cas, l'entreprise est considérée comme une vache à lait à qui on peut prendre plus d'argent. Et c'est finalement la contribution ou le paiement des entreprises qui finance, entre guillemets, ou qui compense le paiement, enfin le prix des offres résidentielles. Je comprends ça quand il s'agit de grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent. Et dans ce cas-là, ils vont plus vers des lignes spécialisées au lieu d'aller vers la DSL. Et dans le cas de la ligne spécialisée, je comprends l'investissement qui est important, parce que c'est de la fibre optique jusqu'à la porte, et c'est des débits spécialisés, c'est des lignes symétriques plutôt, au lieu d'être asymétriques, avec des lignes dédiées. Mais quand il s'agit de petites, voire micro-entreprises, ne peut pas se permettre des tarifs pareils. C'est-à-dire que moi, le jour où j'ai fait la simulation, je me suis dit, ok, je ne vais pas payer ça, je vais acheter que de la 3G et de la 4G, et je serai beaucoup plus rentable, et ça va être beaucoup plus rapide. Écoute, effectivement, tu as entièrement raison. Pour moi, ce n'est pas justifié, ni sur le plan, et j'ai envie de me limiter à ça. C'est-à-dire, ok, une entreprise peut payer plus cher, mais à condition qu'elle l'ait plus. On ne vend pas deux produits similaires, enfin le même produit, à deux prix différents, juste parce que monsieur est entreprise et monsieur est particulier. Si c'est le même produit, ça doit être le même prix. Après, je suis entreprise, je peux choisir aussi de prendre un produit résidentiel. Pourquoi est-ce que je pourrais pas, puisque c'est supposé être une qualité résidentielle. Ce qui se passe à l'international en général par rapport à ça, c'est qu'on a les mêmes offres pour entreprises et pour particuliers, sauf que pour les entreprises, il y a des taxes en moins, et du coup ça rend ça encore plus intéressant.
Et c'est ça qui a permis justement le déploiement rapide de ces solutions et l'amélioration de la qualité, parce que les professionnels, surtout les micro-entreprises et les moyennes, celles de moyenne taille, arrivent justement à grandir plus vite, à générer plus de revenus, et à payer du coup plus de taxes, et tout ça rentre dans les caisses de l'État. Écoute, cette différenciation aujourd'hui n'est pas justifiée à mon sens. Maintenant, il faut savoir quand l'opérateur fixe ses tarifs, il le fait en fonction de sa structure de coût. J'ai pour souvenir que les deux plateformes ADSL que nous avons, deux ou trois, et même à l'époque nous avions été basées sur un modèle de revenu sharing, c'est-à-dire partage de revenus avec les équipementiers. Donc l'équipementier venait, mettait une solution et Algérie Télécom s'occupait de sa commercialisation, et en fonction des revenus générés, il les redistribuait sur un montant, etc. Donc peut-être que la structure des prix a été aussi faite sur la base des prévisions business case en amont et que du coup c'est resté une mauvaise habitude qui est appliquée. Je suis d'accord avec toi que de toute façon si c'est le même produit, il n'a aucune raison, même légale, c'est même légalement interdit de vendre la même chose à deux prix différents, c'est de faire de la discrimination. Simplement. Donc, non, c'est quelque chose qu'effectivement qu'il faudrait... sur lequel travailler à Algérie Télécom, s'il vous plaît, essayer de faire mieux pour ça, pour la qualité de la connexion et d'améliorer ces conditions tarifaires. Ou bien expliquez-nous pourquoi vous faites ça. On est là, on attend de savoir plus pour pouvoir vous défendre, parce qu'on veut vous voir réussir. Alors, s'il faut faire un autre appel à Algérie Télécom, ce serait augmenter les débits, réduire les prix, forcément, c'est une chose. Mais travailler aussi sur la qualité globale, c'est-à-dire les choses pour lesquelles on souffre aujourd'hui. Si tu fais tes speed tests régulièrement, tu vas te rendre compte que si tu as acheté un 8 mégas, tu vas arriver à 8 mégas en saturant ton lien. Donc le meilleur test qu'on puisse faire pour moi, c'est lancer plusieurs torrents en même temps et de voir ce qui se passe. Voilà, comme ça, là on est d'accord. Si on arrive... Bon, bien entendu, ne pas oublier que 8 mégabits et 8 mégabytes, c'est pas la même chose. Oui, les octets, c'est pas le même, c'est un rapport pour 8. Donc c'est quand on arrive à 1000 mégas de téléchargement. Voilà. 1000, ça correspond à 8 mégas. Exact. Donc ça, c'est important à souligner. Il faut pas espérer arriver à 8. Quand on a 8, c'est pas la même unité de mesure. Mais ce qu'on constate, c'est beaucoup quand même de coupures qui interviennent, parfois des micro-coupures, parfois des coupures plus longues, qui interviennent sur nos connexions. Et ça, c'est entièrement entre les mains d'Algérie Télécom. Lorsqu'il pleut, on a des problèmes. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on se rend compte. On est au 21e siècle, on est plus censé avoir ce genre de soucis. Oui. Bon. Mais bon. Laissons-les faire. Exactement. On n'a pas le choix. Donc, sujet suivant. Donc, le potentiel gâché de l'Algérie dans tout ce qui est photovoltaïque. Écoute, franchement, honnêtement, est-ce que c'est vraiment une surprise? En fait, ce qui est à reprocher, entre guillemets, c'est la chose qu'on déplore, c'est potentiel. Voilà. Ouais. Photovoltaïque, oui, gros Sahara, oui, gros projets qui ont été initiés, entre guillemets, ou des choses qui ont été déjà discutées, et très peu d'exécution, finalement. Ah si, il y a des exécutions, mais juste à côté, au Maroc. Oui, bon. Alors, très peu d'exécution chez nous. On a un gros potentiel parce qu'on est couvert tout le temps, parce qu'on a un taux d'exposition des plus élevés dans le monde. On pourrait faire, mais disons qu'on a du pétrole, pourquoi tu veux du soleil? Parce que le pétrole, ça se termine, le soleil, ça se termine, mais genre vraiment beaucoup plus lentement. Ouais, on va y réfléchir quand on va finir le pétrole, c'est tout. Il y a des priorités dans la vie. Ouais. Mais bon, bref. Prochain sujet, 2 minutes. Non, 2 minutes, c'est ce qu'il nous reste avant de terminer les sujets. Donc, le sujet suivant, ça va être en fait les événements qui sont passés. Ah non, pardon. Google. Un stagiaire chez Google a fait une connerie monumentale. Ça leur a coûté 10 millions de dollars. Tu sais comment ça s'est passé? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Il a lancé une campagne. Ouais. Il a acheté en fait des médias et ils se sont rendus compte 45 minutes plus tard. Et en fait, il faisait une démonstration, une formation à un client. Donc, chez Google, quand on dépense beaucoup, on vous assigne un account manager et lui, il est censé vous former, vous expliquer comment ça se passe. Et donc, il programme la campagne pour faire la démonstration live, c'est un workshop. Et
Donc c'était une campagne où ils devaient acheter des ads par impression. Ouais. En moyenne, c'était entre 3 et 4 dollars apparemment l'impression. Et là, c'était monté à 25 dollars. Ça, c'était En 45 minutes, 10 millions de dollars. Aïe, le stagiaire s'est fait virer, je suppose. Non, je pense qu'il travaille aujourd'hui pour Google et qu'il doit rembourser 10 millions de dollars. Ainsi que sa descendance. C'est foutu. Bon, le grand gagnant de l'histoire. C'est l'entreprise. Et ben voilà. Ah ouais. Cadeau, Google. Cadeau 10 millions de dollars de pub. Ça fait plaisir. J'espère que les ventes vont suivre parce que. Moi, je demande des formations par des stagiaires de Google, s'il vous plaît. Je demande des campagnes par les stagiaires de Google. Non, juste des formations. On va les aider à faire des campagnes. Bon, Google a dit qu'ils allaient mettre en œuvre un peu plus, améliorer leur procédure pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Mais bon, c'est une réaction normale. Très bien. Donc, on met fin là, justement, à l'actualité. Et on revient dans une petite coupure pour parler de Karim Abdel-Moula. Yes. Donc, deuxième partie de Saint Public Digital 14, et là on va parler de notre invité, Karim Abdel-Moula. Donc, Karim, on a reçu une seule question sur Twitter, et c'était « Mais qui est Karim Abdel-Moula » Bah écoute, c'est une bonne question. Enfin, je veux dire, j'ai pas vocation, je suis pas une star, en tout cas, ça va venir, ça va venir. Peut-être, oui. Tu vas y contribuer, probablement. Karim Abdel-Moula est un vieux passionné, on va dire, plutôt ça. Aujourd'hui, Karim Abdel-Moula dirige une société de marketing, événementiel, communication depuis à peu près une dizaine d'années, qui se nomme Market. Karim Abdel-Moula a aussi une société de consulting qui s'appelle Karim Abdel-Moula Consulting, juste pour que les choses soient claires. Voilà, et qui fait du consulting pour les acteurs des télécoms, notamment les opérateurs alternatifs, pas les gros opérateurs qui sont super bien structurés, je suppose, quoique ils pourraient probablement avoir besoin d'un avis externe. Et Karim Abdel-Moula est aussi partenaire sur les régions francophones d'une société américaine qui s'appelle Jungleworks et qui propose des solutions pour un monde à la demande. Donc typiquement pour tous les entrepreneurs qui voudraient lancer un Uber, ou traduit de manière locale un Yassier ou un VTC, ou un TomTom, un VTC, il leur faut une solution technique et cette société fournit ces solutions techniques, qu'il s'agisse pour le VTC, pour des services de coursier, pour la livraison de nourriture, la livraison de courses ou autre chose. Il y a une solution globale qui part d'applications clients, mobile, site web, interface de gestion des commandes et des catalogues, interface de gestion des livreurs et des livraisons, et des applications pour livreurs. Donc de la même manière qu'une commande passée sur un front-end, donc un côté client, elle se transforme, une fois qu'elle est validée, etc., elle se transforme en mission en ordre de livraison pour les agents porteurs de l'application. Donc c'est à peu près comme maintenant un Uber ou un Yassier, où le livreur va recevoir une notification, récupérer pizza de chez ici et l'emmener à tel endroit, et c'est géolocalisé. Imaginons que je suis quelqu'un de complètement néophyte qui ne connaît pas du tout la technologie, qui n'a rien compris à ce que tu as expliqué. Okay. Donc, on va se mettre en situation. Bonjour Karim, j'ai une idée, je vais lancer VTC, je vais faire taxi avec les Algériens, c'est une application. Oui. Qu'est-ce que je fais? Écoute, c'est bien que tu t'intéresses. La première question, c'est est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que ça je suis prêt à le faire. J'ai des fonds nécessaires, j'ai des chauffeurs, j'ai des clients, j'ai des contrats avec des entreprises. La partie technique, la partie technique, elle est levée, puisque la solution existe, elle est fonctionnelle, elle est utilisée déjà ailleurs dans le monde et elle est utilisée bientôt en Algérie aussi. Très bien. Et donc, j'ai qu'à vous expliquer ce que j'ai besoin. En fait, nous avons déjà un workflow, nous avons déjà une mécanique qui correspond parfaitement aux besoins. Donc, d'un côté, il y a une application avec des clients qui ont demande des courses, une logique de calcul de l'itinéraire pour définir un prix de vente, et de l'autre côté, des agents ou des chauffeurs qui vont recevoir une notification pour leur dire « Monsieur qui est à tel endroit demande… » Est-ce que ça me sort une appli à moi C'est une application 100% white label, ça veut dire qu'elle est au nom et aux couleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais développer de mon côté? Rien. Sauf si vous souhaitez des choses particulières. Ah non, c'est sur mesure. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut aller sur des détails. Mais au début, je viens te voir et tu me donnes une application. Je t'explique ce que je veux faire et toi tu me donnes, voilà ton application, elle est sur iOS, sur Google Play. Absolument. Éclate-toi. Absolument. Très bien. Et ça coûte combien tout ça?
Alors en termes de prix, ça dépend des options. C'est pour ça qu'il faut toujours, on ne parle jamais de prix en premier, on parle d'abord de workflow, de besoins, mais on se pose autour d'une table et on discute et c'est pas excessif. D'accord, donc on va dire qu'à un certain moment, j'ai un abonnement que je vais forcément, parce que pour avoir accès à cette solution. En fait, l'idée principale, c'est de se dire, aujourd'hui, nous avons, en tout cas moi j'en ai rencontré, je suppose que toi aussi, nous avons rencontré des dizaines, des centaines d'entrepreneurs qui ont des idées d'applications, de métiers, de business, et qui se focalisent sur « il me faut des développeurs pour développer mon truc, pour développer ma solution ». Ce qui souvent représente un point bloquant, ce qui souvent représente un frein. Et notamment un frein en termes de développement, parce qu'il faut se dire que quelque 6 mois, 1 an d'une équipe de développeurs à payer pour sortir ta solution. Absolument. Et c'est ce qu'a fait IACL justement. Alors, ce qu'a fait IACL, c'est probablement, ça a duré, d'ailleurs dans ces déclarations, ça a duré même plus d'1 an, ça a duré près de 2 ans, voire. Et c'est un développement continu. Hein. Et ça continue à être un développement continu. Nous, de notre côté, Jungle Wars, on se dit, entrepreneurs, nous vous levons pour vous cette contrainte technique en vous apportant une solution qui fonctionne déjà, qui est testée, approuvée, qui fonctionne. Et c'est ça ce qu'a fait TomTom par exemple. Et c'est ce qu'a fait a priori TomTom déjà. Justement, ils ont une solution qui paye et ça leur a permis de démarrer beaucoup plus vite sur le marché. Absolument. Ils sont pas au départ aussi rentables que celles qui ont la propriété de l'application, mais ils n'ont pas eu besoin d'avoir un fonds de roulement énorme au début pour pouvoir démarrer. Alors, ça permet un démarrage rapide. Par contre, ne pas oublier qu'un développement a un coût passé par... C'est pour ça que je parle de fonds de roulement. Pour IAC, ils avaient besoin d'un énorme fonds de roulement pour payer les développeurs au départ. Et ils le payent toujours. Et ils ont toujours besoin d'avoir des développeurs. Alors que de ton côté, justement, toute cette partie technique est éliminée. C'est comme avant, donc on avait des serveurs énormes qu'on devait installer chez nous, c'est pour l'infrastructure, et on passe au cloud. Absolument. C'est exactement ce que tu proposes. Absolument. Et donc ça marche pour VTC, e-commerce, food delivery, grocery delivery, donc livraison de plats, livraison de grocery. Grocery, c'est les courses. Les courses, oui. Ouais. Donc les provisions. Voilà. Il y a une appli qui Ardeli. Pour la bouffe, ça va être Jumia Food. Jumia le fait sur la partie front office, mais la partie livraison est gérée de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vous appellent, etc. Ah non, en fait, là, ça par contre, je connais un peu comment ça fonctionne. Non, il y a l'application, il y a tout ce qui fonctionne, c'est juste que les gars des restos, ils s'en foutent. D'accord, ok. C'est une autre problématique. En tout cas, il y a un potentiel de marché sur le marché algérien. Les entrepreneurs qui ont des idées peuvent simplement s'inspirer, même ceux qui n'en ont pas, peuvent regarder sur le site web. Alors, et voir home delivery, wink wink, vous avez besoin de ça. Absolument. Mais je crois qu'ils sont sur un plan avec. Je sais, je ne veux pas en parler. Wink wink. Il y a d'autres opportunités, en tout cas, il y a plein d'opportunités qui sont à prendre. Effectivement, il y a une solution start-up pour une dizaine de modèles, de business modèles. Et visitez le site et vous verrez. Excellent. Donc, ça, cette partie est super intéressante. Moi, ça me passionne parce qu'en fait, c'est le genre d'outil qui aide toute la partie logistique et développement que les gens ne voient pas quand ils voient un site de e-commerce. Ils voient un joli site ou une jolie appli, ils appuient, ils ont leur commande, ils ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière. Les gens qui sont dans le domaine, par contre, comprennent tout à fait ce que c'est. Donc, c'est l'une des briques, l'une des plus grosses briques, en fait, qui est le développement et outils logistiques. La deuxième grosse brique, ce serait la partie logistique en elle-même, donc les transporteurs, les livreurs, les entrepôts et tout ça, qui sont en cours de construction très très lentement en Algérie. Les livreurs, c'est bon, on commence à être super bien équipés. Donc on a EMS, voilà, donc déjà qui couvre tout, et on a une trentaine, une cinquantaine de privés qui sont soit sur des wilayas, soit au niveau national. Je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas sur les mêmes problématiques. Enfin, j'entends par là, EMS te fait une promesse de livraison à l'échelle jour. Oui. Nous, les choses dont on parle, c'est pour des promesses de livraison à l'échelle minute, heure. Oui. On n'est pas sur les mêmes échelles. Non, mais je te parle, on ne va pas utiliser EMS pour la livraison de pizza, de sandwich. Par contre, pour les sites de e-commerce, EMS est une bonne solution. Absolument. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé de livrer. C'est pas encore Amazon qui te livre en 2 heures. Absolument. Par contre, donc, pour cette partie logistique est prête. Pour les livraisons en 2 heures, c'est bien d'avoir l'application qui te permet de faire ça à la minute près. Par contre, tu as toujours le temps de livraison du livreur. Donc, il va récupérer la commande, il va se la livrer. Donc, ça prend, sur Jumia Food, j'ai entre 30 et 70 minutes, dépendant de là où ils sont. Mais justement, cette solution permet de coordonner tout ça. Ah, complètement. Voilà. Ça offre une visibilité totale sur
toutes les demandes d'un côté, donc qui sont des tâches, et tous les agents de l'autre côté, qui sont ou libres, ou occupés, ou offline. Ouais. Voilà. Et il y a des logiques de distribution des tâches automatiques qui considèrent la géolocalisation, la distance, le temps, avec une chose optimisée. L'optimisation basée sur la distance permet des économies de temps et d'énergie et de carburant, donc c'est très important. En gros, la promesse d'une pizza chaude, elle est tenue. Quand le livreur est à proximité de la pizzeria, c'est mieux que ce soit le livreur qui est, je sais pas, 10 km, qui acceptera la mission parce qu'il a envie de livrer tout de suite et qui va affecter automatiquement le temps de livraison. En tout cas, les outils de gestion de livraison sont, à mon avis, une obligation lorsqu'on commence à traiter de e-commerce, lorsqu'on ne vend pas de service, donc lorsqu'on commence à vendre du goods matériel, quel qu'il soit, et il faut s'en occuper avec beaucoup d'intérêt, enfin beaucoup d'importance. Ah oui, c'est ça la qualité de ton business, c'est ça la qualité de ton service, vas-y. C'est le fameux last mile. C'est ça. C'est le fameux last mile de l'expérience utilisateur. C'est le dernier kilomètre de l'expérience utilisateur. C'est un des exemples d'ailleurs que j'ai cité. Mon intervention Algérie 2.0, c'est de se dire à quoi ça sert finalement d'avoir un super site e-commerce si la livraison est catastrophique. Au même titre, à quoi ça sert d'avoir une super belle boutique où quand les vendeurs à la caisse sont désagréables avec vous. Le sentiment qu'on retient, c'est le dernier sentiment. Ouais. C'est le sentiment de la dernière expérience vécue le plus souvent. Donc, on va passer 2 ans dans une boutique qui va être extrêmement agréable, jolie, parfumée. On va faire nos paniers, on va faire nos articles. On arrive à la caisse, on a un caissier ou un vendeur qui est mal poli, désagréable, etc. C'est cette impression qu'on va garder à l'esprit. Et on se dira, je ne reviens plus dans ce magasin. Donc, l'expérience utilisateur, elle est essentielle dans le e-commerce. Et elle est à prendre avec beaucoup d'attention. Il faut vraiment travailler la chose. Un centre d'appel, afficher un numéro d'appel client et on ne répond pas au téléphone. Bon. Ouais. Alors pourquoi on a fait ça? Tu vois? Ou alors on répond au téléphone et on vous dit je suis désolé mais le monsieur qui n'est pas là pour répondre à votre question. Donc ça veut dire qu'on a mal imaginé son expérience client de manière générale. Tout à fait. Voilà. Bon, très bien. Donc ça. Apparemment, c'est quelque chose qui te tient à cœur et donc sur lequel tu travailles maintenant bien. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Ça fait quelques mois à peine que j'ai pris cette nouvelle casquette. Donc, à part ça, tu as ton business standard donc sur la partie, donc, comme tu expliquais, avec ton agent, donc avec OnMarket, sur les opérations standards que tu fais. Tu as tes opérations de consulting aussi que tu fais. Donc là, tu as 3 casquettes. Et tu as une autre casquette qui commence à émerger justement, c'est par rapport aux événements et la communauté web en Algérie. Donc. Alors effectivement, ce dont tu parles, c'est In-Community et c'est notre rapport à cette communauté. Moi, j'ai adoré rencontrer les gens avec qui on partage justement ces valeurs. Tu l'auras constaté, on est tous un peu dynamiques, on en a tous envie, on veut faire avancer les choses, on veut construire, on veut réaliser, on veut se libérer des contraintes. On est tous dans une dynamique extrêmement positive, c'est-à-dire qu'on essaye plus de faire que de se plaindre de ce qu'on ne peut pas faire. On est tous en train de chercher des solutions plutôt que de trouver des excuses. Donc cet état d'esprit chez In-Community, la synergie qui est créée par ses membres, est extrêmement satisfaisante, extrêmement valorisante et enrichissante, parce que non seulement ça nous permet de garder une attitude très positive. Tu sais, je crois beaucoup au mindset. À chaque fois, je crois toujours en l'attitude d'entrepreneur, à l'esprit qu'on doit avoir lorsqu'on entreprend. Et quand tu te retrouves dans une communauté de ce type-là, et ben ça décuple ton attitude positive, ça décuple ta volonté de faire. Et puis tu te mets à retrouver des solutions à droite à gauche. Tu peux même partager des problèmes et avoir des vues out of the box tellement si précieuses dans nos réflexions. On développe tous des mécanismes, des automatismes, des vieux réflexes. On sait parfois que c'est pas la meilleure façon de faire et qu'il faudrait qu'on trouve le temps un jour d'y réfléchir pour trouver la meilleure manière de faire. Et que finalement, se retrouver et se frotter à une communauté, c'est le moyen d'accélérer la chose et de se dire tu vas avoir une petite inspiration et puis c'est parti, quoi. Et d'autant plus que ce n'est pas que dans un sens. Quand je dis tu récupères une inspiration, tu
peux en donner aussi. Et énormément. voilà, et toute la communauté est contente. C'est très En bien. fait, j'aimerais revenir justement sur qu'est-ce que c'est que e-community pour que les gens comprennent un peu le concept. Parce qu'on commence à recevoir des demandes. Ce matin, j'en ai parlé un peu sur Instagram et j'ai reçu quelques questions. Donc, une community, en fait, c'est une communauté qui n'est pas fermée, qui est super ouverte. Tout le monde est le bienvenu. Et pour l'instant, ça a commencé avec un groupe d'amis qui se connaissaient, et on travaillait ensemble sur plusieurs projets, on s'est rencontrés dans des événements, et on a lancé cette communauté donc, pour rassembler un maximum de personnes positives qui veulent améliorer les choses, un peu comme tu as expliqué. Et on organise des événements une fois de temps en temps qui sont ni payants, ni rien du tout. Donc, l'inscription à ces événements se fait en ligne sur le groupe. Alors, vous pouvez aller sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle In-Community, le checker. Donc, aujourd'hui, on est 130 membres sur ce groupe. Il n'y a aucune restriction, on accepte tout le monde. Donc, quel que soit, on n'est pas obligé d'être dans le digital, il y a des artistes, il y a des financiers, il y a des comptables, il y a des ingénieurs, il y a de tout. Et donc, il n'y a pas de condition, mais on va dire, la seule attente qu'on a des gens qui veulent venir dans le groupe, c'est d'être dans le même état d'esprit et vouloir aider pour faire améliorer les choses en général en Algérie. Donc, voilà, c'était un peu pour parler de e-community. C'est très bien, tu as bien résumé la chose. Le même mindset, la même volonté, la même attitude positive, pourquoi pas. Et puis, si on veut résumer, hein, c'est des gens bien qui vivent à leur époque. C'est tout, qui vivent dans les années 2000. Ok. Qui vivent dans notre vie, enfin voilà, à notre époque aujourd'hui, à notre siècle, à notre année. Et finalement, c'est pas si rare que ça, mais je veux dire, ça te fait toujours du bien de se retrouver comme ça. Exactement. Et on parlera français, anglais, hein, voilà. Kabyle aussi. Hein, voilà. Donc là, est-ce que tu as encore quelque chose à dire à propos de toi pour présenter quelque chose que tu... Écoute, moi, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est merci, Samir. Merci pour ton podcast, merci pour ton truc. C'est un excellent spot que tu offres, en tout cas que tu m'offres aujourd'hui pour parler de moi. De mon business et de ce que je fais, et c'est un excellent spot que tu fais pour les autres. Tu contribues au rayonnement non seulement de la communauté, tu contribues au rayonnement de ta personne aussi, parce que finalement tu fais beaucoup de choses. Hein. Un jour on inversera les rôles, et c'est moi qui te recevrai dans ton émission, pour savoir ce que tu fais. Avec très très grand plaisir. Donc, alors je tiens à préciser que cette émission est enregistrée avant la diffusion, et qu'on va la diffuser sur Facebook sur le mode première. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas un peu compris le concept parce que c'est un peu nouveau aussi sur Facebook. Donc ça a l'air d'être un live, mais ce n'est pas un live. Il y a un chat interactif sur lequel on peut répondre aux questions. Donc comme les questions ne sont pas encore vraiment tombées sur les réseaux sociaux, on va faire un montage par la suite en répondant à vos questions, chacun de son côté, et coller ça à la vidéo comme on avait fait la dernière fois avec M. Soufi. Donc ça termine justement cette section de l'émission. La prochaine section, ça va être la réponse aux questions. Donc on revient avec les réponses à vos questions. Merci. Donc, reprise de l'émission. Alors, les questions, comme je disais, donc on va répondre donc, au fur et à mesure qu'on va les avoir et on va les poster par la suite au montage. Mais il y a un sujet sur lequel on va vous revenir et c'est les événements qui sont passés récemment, donc la semaine dernière. Il y a eu Algérie 2.0 et Digitech. Au moins, il y en a eu d'autres, mais ceux-là, c'est les plus importants qui se sont passés. Donc, moi, je peux parler d'Algérie 2.0 parce que j'y étais, tout comme toi. Donc, sur Algérie 2.0, j'ai animé un workshop donc, sur Facebook Ads, donc comment lancer des campagnes publicitaires sur Facebook, et une présentation dans un panel où on a parlé de communication digitale ou de marketing en général, donc avec des questions du public qui on y a répondu. C'était super sympa et je sais pas pour toi, mais Algérie 2.0, c'est un événement qui revient chaque année et qui s'améliore en termes de qualité à chaque fois. Et Karim fait un super boulot dessus. Écoute, je trouve aussi qu'Algérie 2.0 est un super événement, d'abord pour sa vocation, tu vois, pour sa vocation et son public. Ça ne se veut pas être un événement dit professionnel, bien qu'on y croise beaucoup de professionnels, etc. Ouais. Mais la plupart des professionnels qu'on y croise sont des gens qui viennent faire une conférence et viennent faire le don de leur personne, entre guillemets, ou de leur temps. Donc ils veulent venir partager. En gros, c'est une grosse occasion de faire la bonne action de l'année, si tu veux, en termes de com et de tech. Certaines conférences comme la tienne, c'est censé être une formation, en tout cas un début de formation qui pourrait être commercialisé ou vendu. En tout cas, je sais qu'aucun des speakers algériens,
je ne peux pas, bien entendu, le dire avec certitude, mais si j'en suis persuadé quelque part, Non, aucun speaker, aucune personne qui a intervenu n'a exigé d'être rémunéré pour son intervention. Tout le monde fait don de sa personne. Karim Barek va d'un principe très très simple. Il partage un maximum d'expérience avec, les étudiants qui veulent apprendre, 2, les professionnels qui veulent apprendre, 3, quelle que soit la personne qui veut apprendre. Et ça, c'est génial, et c'est pour ça que je le suis sur ça. Il se donne à fond dessus. Il y a des petits jeunes qui travaillent avec lui, donc il aide à chaque fois sur ces événements. Ils sont formidables. On les rencontre à chaque fois. Ça se renouvelle chaque année. Ils sont vraiment excellents. Et je sais que aucun speaker ne demande quoi que ce soit à Karim, même les internationaux. En fait, à part le billet d'avion et le logement. C'est un peu normal. Voilà, c'est pas leur pays, les mecs, ils n'ont pas de famille ici. Donc voilà, mais à part ça, rien du tout. Et ils font ça tous de bon cœur parce que Karim communique cette envie de partager, de communiquer avec les gens. Oui, et puis Karim se démène pour trouver le prix de l'hôtel le moins cher, le prix du transport le moins cher, il organise des bus, etc. Il met des bus partout au niveau de toutes les universités et les gars se plaignent. Hein. Bon, il se plaignent. On va laisser Karim débattre de cette question. Voilà, on va commenter. Karim, si tu nous entends. Si tu nous entends, on continue. Voilà. Après, l'appel qu'on pourrait faire, c'est un appel à sponsors. Grosses entreprises, participer à l'essor et au développement d'Algérie 2.0, parce que c'est un événement qui est intéressant, qui intéresse beaucoup de gens. On parle pas de... Alors, regardez seulement les vidéos qu'il y a sur la page d'Algérie 2.0, le nombre de vues que ça a, la qualité que c'est. En termes de qualité vidéo, j'ai été juste impressionné cette année. Des lives exceptionnels avec une super qualité d'image, une super qualité de son, et bien sûr de super intervenants aussi. Écoute, moi ce que je voudrais, ce que j'espérerais, mais Karim va peut-être pas être d'accord avec moi, c'est de sortir de Sidi Abdallah. En fait, il aimerait bien, mais il n'aimerait pas aussi en même temps. Pourquoi? Alors, il aimerait bien parce que oui, changer de décor, aller un peu plus proche des entreprises, surtout pour les professionnels, donc ça serait quelque chose d'excellent. Il en est conscient, ça fait des années qu'il l'essaye. L'autre partie, c'est qu'il a aussi des obligations par rapport à l'ANPG, et le fait de le faire là-bas fait que quelque part, il y a un filtrage des gens qui viennent, et ceux qui arrivent à venir jusqu'à Sidi Abdallah, que ce soit des étudiants ou des professionnels, c'est des gens qui ont vraiment envie, soit d'apprendre, soit de partager. Oui, Marsoa. C'est ça, c'est Gherbal, Djouzo, c'est bon, il n'y a que de la qualité qui passe. Je comprends, mais sortir vous permettrait aussi de s'exposer un peu. Je suis certain que c'est quelque chose qu'il a en tête. En fait, il a déjà organisé hors du Cyberpark, mais dans d'autres villes. Il a fait déjà Algérie 2.0, on l'a fait avec lui à Oran. Ensuite, j'étais pas avec lui, mais il en a fait aussi dans d'autres villes, je ne me rappelle plus exactement. Je crois qu'il y avait Bougie et... Voilà, je sais plus. En tout cas, Karim, continue, tu as notre soutien, et bravo, si tu veux de nous, on sera toujours là, on sera là l'année prochaine. En fait, moi, il ne casse plus la tête. Il me dit, ouais, toi, tu vas venir, je ne sais plus quand tu vas passer, mais t'es là. Voilà. Excellent. Donc, l'autre événement, c'était Digitech. Là, par contre, j'ai besoin de toi, parce que moi, je ne suis même pas passé. Je vais faire un aveu, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès des organisateurs de Digitech, parce que je n'ai pas pu y aller. Alors, premier problème, c'est que ça se chevauchait avec Algérie 2.0, pas sur les 2 derniers jours, mais les 2 derniers jours étaient des jours de semaine, je pense. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, il y avait un bug, j'étais un petit peu occupé sur cette partie, j'aurais aimé y aller, ça s'est passé à la SAFEX. J'ai vu qu'il y a eu un bel effort réalisé, à travers les photos, j'ai eu un bel effort réalisé sur la qualité de l'aménagement, les stands, il y a eu beaucoup de lumière utilisée, donc il y a eu une ambiance assez tech organisée. J'ai pas réellement de visibilité sur les conférences qu'il y a pu y avoir, ni les exposants qui ont participé à cet événement. Il me semble que l'événement est un succès, puisque j'ai vu quelques posts qui a remercié l'équipe d'organisation. Par contre, voilà, j'ai pas plus d'informations, je le déplore, je suis désolé, on n'a pas pu y participer, on n'a pas pu... Ça, moi aussi, je voulais vraiment y aller, mais à cause de Algérie 2.0, c'est ma priorité absolue dans cette période de l'année. Oui, on ne peut pas se cloner, malheureusement. Par contre, à reprocher, ne pas organiser des événements tech simultanés, ne pas se mettre en concurrence. Ça, il faut que ça soit quelque chose, une condition sine qua non pour tous les organisateurs. Ne pas se mettre en concurrence entre vous. Il y a un marché qui est à développer, à éduquer. Il faut donner envie aux gens, aux jeunes d'être dans la tech, que ce soit entrepreneurs ou travailleurs ou formateurs, etc.
il faut laisser des opportunités d'exposition au maximum et ne pas se mettre en concurrence. C'est le même combat pour tout le monde. Donc, ne vous mettez pas en concurrence, ça sert à rien. En fait, justement, à cause de ça, Kalem a dû décaler son événement 2 fois à cause d'autres événements. Justement, il ne voulait pas rentrer en conflit avec d'autres organisateurs ou d'autres événements nationaux. Donc, il a dû décaler d'octobre jusqu'à décembre. Messieurs, dames, si vous voulez savoir, connaître le calendrier des événements tech de l'année en Algérie, en tout cas dès qu'un événement tech apparaîtra, consultez le calendrier partagé de Samuel Pellic et vous pourrez tout savoir. Et donc, ne pas vous mettre en concurrence. Voilà. Samuel, tout simplement. Tu le partages? Je le partage en public. Alors, le site samuelpellic.com va bientôt être publié et il y aura tout ça dessus. Il y a justement une section event qui montrera tous les événements tech, digitaux, donc en Algérie, et vous commencez à inscrire, quelle date, lieu, etc. Okay. Et ma présence si jamais je vais y participer. Du coup, il va me filer un accès pour ma présence si jamais j'y participe aussi. Avec grand plaisir. Tous les invités à Samuel Pellic Digital 14 seront automatiquement rajoutés. C'est un bonus pour mais qui ne savait même pas que ça existe. Excellent. Voilà, il y a eu une autre actualité sur la partie légale, sur la Legal Tech. Il y a eu un événement, il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose sur la Legal Tech, par contre, ça m'est passé complètement au-dessus de la tête, parce que, Algérie 2.0 encore une fois, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare, ou bien qui. Non, c'est sûrement pas passé en tout cas. Je l'aurais su. Écoute, il y a eu quelque chose avec Legal Doctrine, alors que je salue au passage. Voilà, il y a une dame de Legal Doctrine justement qui m'a rajouté récemment. Ouais. Alors pour le boulot qu'ils font et qu'ils ont fait, j'espère que ça pourra continuer encore longtemps. Et il y a eu une histoire avec un autre cabinet étranger sur un partenariat, une collaboration. Ce que je veux dire, c'est que finalement, les secteurs les plus improbables se technologisent, si je peux me permettre cette expression, et rendent réellement service. Parce qu'un service comme Yacine qui a offert du VTC, autant ça aurait pu être évident pour nous dire il y a un succès, il y a un marché, c'est sûr ça va fonctionner. Quoique on aurait pu développer une tas de séries d'arguments pour dire attention. Personnellement, j'en ai développé tout plein. Avant que ça se lance, je me disais impossible que ça marche en Algérie. Surtout. Ils m'ont prouvé tort. Et bravo. Autant que pour Legal Tech, un truc, donc une assistance juridique avec un accès sur une base de données juridique, les notes, les trucs, etc. On avait peu enfin, de mon côté, je n'imaginais pas un service de ce type-là, même si on l'a observé ailleurs, mais connaissant un petit peu notre environnement, quand je dis connaissant, je dis juste par rapport à des choses sur lesquelles j'ai été confronté à titre personnel. Donc, je n'aurais pas parié sur ce service non plus en me disant c'est top, ça pourrait fonctionner. Mais bon, l'expérimentation, l'usage, l'effort de l'entrepreneur surtout, nous prouve que finalement, non, tout est possible pour de vrai. Quoi. C'est pas juste une phrase bateau, si vous l'exécutez, voilà, c'est bon. Et le premier pas vers le succès, c'est l'exécution. Allez, c'est-à-dire si tu veux faire quelque chose, commence par le faire, après discute. Exactement. Voilà. Donc, sur ces mots c'est sur une note positive plutôt. Toujours. Plus. Après, je peux te balancer des mots, mais bon. Ça, c'est hors caméra. Alors, donc, sur une note positive quand même. Merci, plaisir de t'avoir. Plaisir partagé pour moi. J'espère en tout cas avoir répondu à la question qui est Kalem Abdelmoula, la seule question qui a été posée. Alors, entre parenthèses, je vais juste vérifier comment s'appelait le gars aussi sur Twitter. Ouais. Alors, Pac. C'était là. Merci la 4G, ça marche bien, très bien. Pac. Et voilà le tweet. Donc, Pur Khled. Donc, Pur Khled, on t'invite à nous dire qui tu es et à participer à l'émission aussi, vu que tu l'as demandé. Et à très bientôt. On mettra notre chose là. Voilà, c'est un autre tueur. La photo de terrain, c'est une omelette. C'est bien une omelette. Je préfère ce VT, ça. Excellent. C'est bon. Avec plaisir. À très bientôt. Ciao. Et ciao. Salut.
Alors nous avons eu la question sur Instagram, sur les stories. Donc y a-t-il des formations digitales en Algérie? Et il y en a plusieurs. Vous trouverez toutes les descriptions donc, sur la page Facebook, sur le compte Instagram et sur la description de la vidéo sur YouTube. À bientôt.